Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, une excellente semaine et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode. Alors, vous me pardonnerez, mais je ne sais plus le numéro de l'épisode. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un jour particulier, étant donné que ça y est, le podcast reprend sa fréquence initiale. Cet été, vous avez eu un épisode toutes les 2 semaines. Et bien, à partir d'aujourd'hui, la fréquence normale reprend. On reprend avec un épisode toutes les semaines et cet épisode va sans doute vous donner envie de repartir en vacances. Si vous avez vu le titre, vous savez déjà de quoi je parle, mais évidemment dans cet épisode, on va parler de voyage de noces, encore un sujet que nous n'avons jamais abordé dans le podcast et que je suis ravie de pouvoir partager avec vous et notamment grâce à Alexandra donc de Miles to Go qui est une honeymoon planner, donc une organisatrice de lune de miel qui nous a fait le grand plaisir d'accepter mon invitation à venir parler de son expérience et en vous délivrant quelques précieux conseils pour vous aider à organiser votre lune de miel vous-même. Avant de vous laisser avec Alexandra, j'aimerais juste vous partager un témoignage que j'ai déjà reçu il y a quelques temps au moment où vous écouterez cet épisode, mais je tenais vraiment à vous le partager car il m'a fait super plaisir. Alors, ce n'est pas un témoignage sur le podcast comme j'ai pu vous y habituer ces dernières semaines, mais plutôt un témoignage concernant mon travail de wedding planner et donc pour moi, c'était tout de même important de vous le partager puisqu'évidemment, c'est aussi un podcast mariage. Donc, c'est un avis qui m'a été adressé par Pauline et Jaime d'Arte Sincero. Pour vous en dire un peu plus, ce sont deux créateurs d'alliances et de bijoux éco-responsables qui se situent sur Lyon et avec qui j'ai déjà eu l'opportunité de travailler plusieurs fois, notamment sur des shootings d'inspiration. Je vous mets les liens des 10 shootings dans la description si jamais vous souhaitez les voir. Mais Pauline m'a laissé un joli témoignage où elle me disait « Nous avons collaboré à 2 reprises avec Aude pour des shootings d'inspiration et tout s'est très bien déroulé. Nous vous recommandons vivement de la contacter pour l'organisation de votre mariage. » Merci encore à toi, Pauline, pour cet avis qui m'a fait très plaisir. J'espère aussi retravailler avec toi très bientôt et qui sait, pourquoi pas sur des vrais mariages. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Et n'oubliez pas que si jamais vous êtes une future mariée, que vous vous mariez, soit en 2022, il y a encore quelques disponibilités, mais en 2023 ou en 2024, et que vous avez besoin d'aide pour l'organisation de votre mariage, surtout n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par message privé, par mail ou même directement en réservant votre rendez-vous, premier rendez-vous gratuit et sans engagement directement sur mon calendrier, encore une fois disponible dans la description. On pourra discuter en détail de votre mariage et je me ferai un excellent plaisir de vous aider à concocter, à créer le jour de vos rêves de A à Z. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Comme d'habitude, je vous laisse avec l'interview d'Alexandra et je vous reprends tout de suite après à la fin de l'épisode. Hello Alexandra, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien. Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Bah non, avec plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Avec grand plaisir. Écoute, je te propose qu'on commence tout de suite avec la fameuse première question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Alexandra, j'ai 34 ans et je travaille dans le domaine du tourisme depuis 15 ans maintenant.
Donc, dans mes temps, j'ai eu un BTS, puis un master en tourisme. Et pendant ce temps, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs secteurs, comme les agences de voyage, la location de voitures, le voyage de luxe ou le voyage d'affaires. Donc, tu as beaucoup travaillé dans le domaine du voyage déjà. Oui, oui, ça m'a permis de toucher un peu à tout et du coup, maintenant, c'est plus facile pour moi de mieux comprendre comment fonctionne le voyage dans sa globalité. J'imagine que c'est une question évidente puisque tu en as fait ton métier, mais j'imagine que tu aimes voyager du coup. Oui, j'adore voyager. J'ai eu la chance de pouvoir le faire depuis toute petite. À l'époque, je partais en colo en fait à l'étranger. Donc, ça m'a permis de découvrir pas mal de pays et des nouvelles cultures. Bah écoute, c'est super. Est-ce que par hasard, il y a un de ces voyages qui t'a marqué, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel? Alors, deux voyages m'ont beaucoup marqué. Ça a été mon voyage à New York et mon voyage en Inde. Mais c'est vrai que le voyage en Inde, ça a été un séjour très très fort où je suis rentrée vraiment changée. À l'époque, on avait été accueillis par des personnes qui eux-mêmes n'avaient rien et ils nous avaient accueillis les bras grands ouverts et ils nous avaient même nourris. Et du coup, c'est vrai que bon bah ça remet un peu les choses en place, comme on dit. Et c'était quand que tu as fait ce voyage? C'était quand j'avais 16 ans, donc c'était D'accord. il y a un moment. Oui, j'imagine qu'il y a pas mal. Tu t'y es retournée depuis en Inde ou pas du tout? Non, mais je rêverais d'y retourner et puis je pense que du coup, avec le temps, justement, ça me permettrait de vivre un voyage différent, mais tout aussi fort. Écoute, j'espère que tu arriveras à réaliser ce rêve. Parlons maintenant de ton activité, puisque tu es spécialisée dans l'organisation de voyages au sens large. Bon, plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'organisation de lune de miel, de voyage de noces. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans l'organisation de lune de miel en particulier? Alors, en fait, j'ai toujours été attirée par le monde du mariage. J'ai même voulu être wedding planner quand j'étais adolescente. Et c'est vrai que, bon, bah, du coup, avec le temps, le voyage m'a plus appelée. Et le voyage de noces, pour moi, c'est vraiment le parfait mélange entre le voyage et le mariage. Je pense que je peux comprendre pourquoi tu dis ça, parce qu'il y a tout de même le côté organisation, puisqu'on organise quelque chose à la place des futurs couples, des futurs mariés, pardon, lapsus. Et évidemment, on organise aussi un voyage, donc ça permet de se plonger dans des destinations, j'imagine, même si on n'y va pas, bon, j'imagine que tu en as quand même fait pas mal, même si on n'y va pas, c'est sûr que même juste de prévoir ça, ça doit faire voyager un petit peu. Oui, exactement. Bah, ça me permet, oui, exactement de voyager pour les clients à la place des clients et en tout cas, j'organise ces voyages comme si c'était les miens. Alors, la prochaine question, j'imagine que je connais la réponse, mais bon, une petite confirmation, ça ne fait jamais de mal. À quel type de couple est-ce que tu conseillerais de faire appel à une honeymoon planner ou une organisatrice de lune de miel, si on préfère la version française? Alors, je dirais à tous les couples qui considèrent leur mariage de noces comme leur mariage, c'est-à-dire un moment unique qui restera gravé à jamais. C'est vrai que je suis contactée par des couples qui n'ont jamais organisé de voyage de leur vie ou qui ne savent pas comment faire ou même qui n'aiment pas faire ça. Mais j'ai aussi des personnes qui me contactent, qui ont l'habitude d'organiser leur propre voyage, mais qui, pour ce voyage-là, choisissent de se laisser porter et comme ça, ils peuvent en profiter à 200%. Bon, je me doutais un peu de la réponse, mais tu as apporté quelques nuances, donc c'était utile. Justement, bah, étant donné que tu parles du fait que tu es contacté par des clients qui ont des profils différents, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont tu fonctionnes pour imaginer la lune de miel parfaite, ou du moins qui se rapproche le plus possible de la perfection, pour les couples qui font appel à toi? Tout d'abord, c'est vrai que je discute beaucoup avec eux. Je leur demande toujours quels sont leurs centres d'intérêt dans la vie en général parce que ça me permet aussi d'orienter mes recherches et de comprendre en tout cas quel type de personne ou de couple j'ai en face de moi. Et puis, j'échange beaucoup aussi sur ce qu'ils attendent de ce voyage parce que on peut aussi être en contact avec des personnes qui ont l'habitude, par exemple, je ne sais pas, de faire de la randonnée et qui, pour ce voyage, veulent juste se reposer. Donc, ça, c'est aussi important de savoir ce qu'ils attendent vraiment de ce voyage.
Et ensuite, ça me permet de les conseiller sur la destination s'ils ne sont pas sûrs de savoir où est-ce qu'ils veulent partir et sur les activités qu'ils vont vouloir faire sur place. Et puisqu'on parle justement du côté organisation, pour toi, quelle est la meilleure période justement pour partir en lune de miel? Parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a plusieurs écoles, les personnes qui partent tout de suite, les personnes qui partent quelques mois après le mariage. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour bien aiguiller les couples qui peut-être se posent cette question, ne savent pas exactement quand est-ce qu'ils doivent partir? Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a 2 écoles. Il y a aussi des personnes qui font le choix de partir quelques mois après leur mariage, le temps d'organiser le voyage parce qu'ils attendent aussi du mariage pour savoir, quel sera leur budget, pour ce voyage. Donc c'est vrai que c'est aussi à prendre en compte pour certaines personnes. Après je pense que peu importe quand est-ce qu'on part, pour moi le plus important, c'est vraiment de partir, de faire ce voyage. Il y a des personnes qui mettent un peu de côté cette partie du mariage, et alors que pour moi, ça fait vraiment partie intégrante du mariage. Ça permet aux amoureux de rester dans leur bulle, de se retrouver, de profiter vraiment à deux de ce voyage qui a une saveur assez particulière. Ça permet aussi de se reposer, j'imagine, après tout le stress de la période du mariage. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait un élément par hasard, une chose qui est indispensable à faire ou à penser avant de partir lune de miel et que pas mal de personnes oublient, justement? Alors, en règle générale, ça va. J'ai pas eu d'expérience où les personnes avaient oublié quoi que ce soit. En revanche, je dirais qu'il faut toujours bien vérifier les conditions d'entrée et de sortie d'un pays et la validation du passeport ou de la carte d'identité, parce que c'est vrai qu'on peut arriver à se dire, ah bah mon passeport est en cours de validité, c'est bon, mais en revanche, il y a des pays qui demandent à ce que ce soit encore valide 6 mois après la date du retour. Donc, bien vérifier ces informations-là. Et également, je dirais, penser à vérifier toutes les informations en ce qui concerne les vaccins. Parce que parfois, on ne fait pas trop attention à savoir si on est à jour. Donc voilà. J'imagine que c'est surtout un conseil qui s'applique quand on sort un peu de l'Europe, de l'Union européenne. Pour la carte d'identité, enfin la carte d'identité aussi a une date de validité, enfin de péremption. Donc du coup, il faut quand même vérifier cette information-là. Après, pour les pays qui sont hors Union européenne, je dirais ne pas hésiter à s'intéresser à la culture en fait sur place, s'intéresser à savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent nous sembler normales, mais qui ailleurs peuvent être des marques irrespectueuses. Donc voilà, se renseigner sur ça. Et puis moi, j'aime bien dire aussi aux jeunes mariés de s'ils peuvent apprendre quelques mots du type bonjour, au revoir, merci. Ça permet aussi de montrer qu'on s'intéresse à la langue et aux gens qui vivent dans ce pays. Mais ça fait toujours plaisir, surtout quand la langue est très peu parlée, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, je trouve que ça apporte aussi un petit côté un peu voilà, exotique au pays, enfin au voyage, pardon. Ça apporte un petit truc en plus. Et bah, vu qu'on était encore sur le sujet des mariages, on va dire un peu hors Union européenne, ça m'a fait penser justement à une anecdote que c'était enfin, ma professeure de prospection à l'étranger justement qui me racontait ça quand j'étais en BTS. Et justement par rapport au fait aux différences multiculturelles, je pense notamment aux pays asiatiques qui ont vraiment des cultures qui sont très différentes de la nôtre. Je me souviens qu'un jour, bon, je partage cette petite anecdote parce que je pense que certaines personnes peuvent peut-être se reconnaître. Elle nous avait raconté qu'il y a un de ses collègues qui était allé en Chine pour un voyage d'affaires et que lorsqu'il était dans un restaurant, les serveuses en fait ne le regardaient pas dans les yeux et lui a considéré ça comme un manque de respect, alors que pour les Chinois en fait c'est tout simplement une marque de respect. Et j'aime bien un peu ressortir cette anecdote. Bon, c'est la première fois que je la sors sur le podcast, mais je trouve que c'est assez représentatif, je pense, de l'état d'esprit dans lequel on doit être lorsqu'on va dans un voyage dans un pays qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, en tout cas, puisque j'ai mes premières expériences à l'étranger lors de ce BTS, donc pas si longtemps que ça, j'avoue que ce conseil m'a très bien aidé. Oui, bah c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours parce que c'est pas, je pense pas qu'on se dise que c'est partout ailleurs, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte
vu qu'il y a des choses qui sont normales pour nous, on se dit pas: «Ah, ailleurs, ça peut être mal pris ou autre». Donc c'est vrai que je trouve que c'est un bon conseil et cet exemple est bien représentatif de ça, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et peut-être pour terminer un peu sur le sujet, est-ce que tu aurais des destinations? Quelle serait ta destination favorite pour une lune de miel alors que tu as déjà faite ou pas? C'est toi qui vois. Alors, pour moi, Hawaï, c'est un vrai coup de cœur. Donc, malheureusement, je n'y suis jamais allée à titre personnel, mais c'est, sur, ma bucket list. Mais pour moi, Hawaï, c'est vraiment un pays coup de cœur, en fait. Enfin, c'est super, ça allie, les plages, ça a des paysages vraiment incroyables. Et si on combine ça avec quelques jours ou quelques semaines aux États-Unis, bah, là, c'est parfait. Et sinon, je dirais, la Polynésie française qui, pour moi est, méconnue parce qu'on l'associe surtout, grâce à ses, magnifiques lagons et pourtant la Polynésie française a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à offrir en termes de paysages et d'activités, sportives. Oui, c'est vrai que quand on parle de Polynésie française, on pense pas souvent à ça, mais j'imagine que c'est comme Hawaï, c'est comme partout, chaque endroit a une culture à offrir si on se donne seulement la peine d'y faire attention. Oui, exactement. Tu es déjà allée en Polynésie française ou pas du tout? Non, pas non plus. Donc j'imagine que lune de miel à part, j'imagine que ce sont, 2 destinations que, bah, du coup, tu aimerais visiter un jour. Bah, tu l'as dit pour Hawaï. Ouais, ouais, oui, c'est sûr que c'est vraiment des 2 pays que je ferai, dans, les 10 prochaines années. En tout cas, j'aurais bien aimé dire 5, mais bon, on va dire 10 pour voir large. C'est déjà un très bel objectif. J'espère que tu, réaliseras ce rêve très rapidement. Merci. Alors donc pour terminer cet épisode, on s'approche tout doucement de la fin. Donc j'aurais juste 2 petites questions, pour toi. Alors la première, je ne l'avais pas mise dans la liste, mais bon, je suppose que tu arriveras bien à répondre à cette question. Qu'est-ce que tu dirais? Quel est ton conseil principal pour aider les couples à choisir leur destination de lune de miel? Évidemment, dans le cas où ils ne passent pas par, une organisatrice. Alors, pour la destination, je pense que, le plus important, c'est de se renseigner et de savoir ce qu'ils veulent faire exactement, ce qu'ils attendent de ce voyage. Si ce sont, des couples qui veulent vraiment, du soleil, de la plage, mais qui veulent pas faire trop d'activités, voilà, on va se tourner plutôt, sur des destinations comme les Maldives. Après, si c'est des couples qui veulent de la plage, mais qui veulent aussi, voilà, se déplacer, découvrir des choses, faire de la randonnée, etc. Voilà, se renseigner sur quelles sont les destinations qui offrent les deux options. Donc, pour moi, la base, c'est de vraiment savoir ce qu'ils attendent vraiment de ce voyage. Et c'est comme ça que ça va leur permettre de vraiment choisir leur destination. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux couples qui organisent ou qui aimeraient du moins organiser leur lune de miel eux-mêmes? Pour, pouvoir profiter le plus possible et se détendre, je recommanderais vraiment de s'y prendre à l'avance, de réserver les hébergements, à moins que ce soit vraiment un parti pris pour le voyage où on se dit: «Bon, bah, on vraiment ça fait partie de notre voyage, on veut être sur place et choisir en dernière minute nos hébergements». Mais si, ce sont des couples qui veulent partir, l'esprit tranquille et profiter, réserver les hébergements à l'avance et vérifier, encore et toujours les conditions d'entrée du pays et des visites et des activités et pas se retrouver sur le site et se dire: «Ah mince, aujourd'hui, c'était fermé». Bah, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Je suis sûre qu'ils seront, très utiles pour les futurs mariés qui nous écoutent. Je te remercie encore pour avoir accepté, mon invitation et d'avoir témoigné, sur le podcast. Encore merci beaucoup Alexandra. Mais avec grand plaisir, je suis, ravie, vraiment d'avoir, répondu à tes questions et puis, je souhaite à tous les couples qui nous écoutent un très beau, voyage de noces. Merci beaucoup. De toute façon, je mets toutes les informations dans la description. Donc, si vous voulez retrouver Alexandra sur ses réseaux sociaux, son site internet, pour peut-être éventuellement travailler avec elle, je vous mets tout dans la description. Et si jamais vous avez des questions, je suis sûre qu'elle se fera un très grand plaisir de vous répondre.
Eh bien, merci beaucoup, Aude. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt. Merci encore à toi, Alexandra, d'être intervenue sur le podcast pour nous parler de ton métier et pour avoir donné ces quelques conseils pour bien aider les couples à organiser leur lune de miel. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai voyagé du début jusqu'à la fin. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la description. J'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Je sais, je me répète, je me radote, mais si jamais le podcast vous plaît et que vous écoutez notamment sur Apple Podcast, sur Spotify ou même sur YouTube, que le podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir gratuitement, vous pouvez laisser un j'aime si vous êtes sur YouTube, un commentaire, un avis si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast et 5 étoiles si vous êtes sur l'une de ces deux plateformes. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça contribuera à faire en sorte que le podcast soit de plus en plus connu et que mon message et mes conseils puissent toucher le maximum de futurs mariés possible. Écoutez, je vais vous laisser là pour cette fois. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 40e épisode et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!